Bonjour à tous les élèves de deuxième année baccalauréat PC et SVT. Dans cette séquence vidéo, cette séance est spéciale car il est réalisé pour étudier les résumés des chapitres. Aujourd'hui, notre chapitre est basé sur les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. On commence notre cours par une introduction. Le glucose est une molécule énergétique provient de la dégradation de la matière organique telle que les glucides, les lipides et les protides qui sont synthétisés dans la partie inférieure des feuilles des plantes chlorophylliennes. La matière organique sera consommée par l'être humain et dégradée par leur appareil digestif pour donner des sucres simples appelés le glucose. Cette molécule sera absorbée par le sang au niveau de l'intestin grêle et puis transportée vers les cellules pour produire l'énergie nécessaire à l'activité quotidienne et physique de l'être humain. Donc les questions qui se posent ici et qui se répètent, quels sont les mécanismes et les organismes cellulaires qui interviennent dans la dégradation du glucose en ATP, c'est-à-dire en énergie. Pour répondre à ces questions, on passe au diapo suivant. Le plan de travail. La première étape de la dégradation de glucose, appelée la glycolyse. Cet phénomène se situe au niveau du cytoplasme et plus précisément dans l'hyaloplasme. On commence la glycolyse par la phase intermédiaire qui se situe dans l'hyaloplasme. Et par la suite, on a séparé les tâches. La première tâche où on a des conditions avec l'oxygène, appelées voie aérobie, on a des interactions appelées phosphorylation oxydative qui se situent dans les organismes cellulaires appelés la mitochondrie. Mais si on a des conditions en absence de l'oxygène, appelées voie anaérobique, on a assisté à deux types de interactions. La fermentation lactique et la fermentation alcoolique. Ces interactions s'achèveront au niveau de l'hyaloplasme. Donc on commence par le voie aérobique. On ajoute le pointure laser. Donc on commence par le voie aérobie. Ou par la phase intermédiaire, on passe par la phase intermédiaire. Au niveau de l'hyaloplasme, c'est une phase intermédiaire. On a ici le glucose qui traverse la cellule, on a le noyau, le cytoplasme, le mitochondrie. Donc après l'entrée de glucose, on peut expliquer ça dans ce document-là. Le glucose entre dans la cellule et se phosphoryler, c'est-à-dire il va être activé par l'ajout de deux molécules de phosphate au niveau de carbone numéro 1 et aussi au niveau de carbone numéro 6 pour donner une autre molécule appelée fructose ainsi bis-phosphate. Cette transformation consomme deux molécules d'ATP. Par la suite, on passe à la phase de formation de glycéraldéhyde 3-phosphate en deux molécules, c'est-à-dire le fructose va se couper en deux molécules. Le glycéraldéhyde phosphate va se transformer en phosphoglycérate après l'ajout de deux molécules de phosphate et réduction de deux molécules de NAD en 2 NADH plus H+. Cette NADH plus H+, c'est une molécule énergétique. C'est pour cela qu'on appelle phase de formation des composants énergétiques. Et aussi, le phosphoglycérate va se transformer en acide pyruvique avec formation de 4 molécules d'ATP. Donc, pour le rendement énergétique de cette phase, 4 moins 2, ça sera 2 ATP plus 2 molécules de NADH plus H+. On passe ici, quel est le devenir de l'acide pyruvique? Donc, la question, on va le répondre dans le diapo suivant. Le devenir de l'acide pyruvique. Si on a dans les conditions en présence d'oxygène, c'est-à-dire voie aérobique, les interactions sera transportées vers l'organisme cellulaire appelé la mitochondrie. Mais si
on a en cas d'absence d'oxygène, les interactions de l'acide pyruvique s'achèvera au niveau de l'hyaloplasme. Donc on commence par les interactions qui se situent dans les voies aérobiques, c'est-à-dire en présence d'oxygène dans la mitochondrie. Premièrement, on va étudier l'ultrastructure de la mitochondrie. La mitochondrie, ici on a une photo électronographique vue par microscope électronique et aussi un dessin explicatif de la forme de la mitochondrie. La mitochondrie est formée par une membrane externe, membrane interne, espace intermembranaire avec des ouvertures appelées les crêtes et dans la partie interne appelée la matrice. L'entrée de l'acide pyruvique dans la matrice mitochondriale. Après l'entrée de l'acide pyruvique qui est formé par 3 unités de carbone, il va subir 2 types d'interactions. Des réactions de décarboxylation, c'est-à-dire l'enlèvement de CO2, et des réactions de déshydrogénation, c'est-à-dire l'enlèvement de protons H+ avec les électrons. Le pyruvate va être oxydé dans la matrice mitochondriale. Donc on a le pyruvate qui sera transformé en acétyl et libération du molécule de carbone ici en CO2 car l'acétyl est formé par 2 carbones. Aussi cette réaction est accompagnée par la réduction de vecteur NADH en NADH plus H+. L'acétyl sera transformé en autre composant appelé l'acétylcoenzyme A après la fixation d'un enzyme qui est appelé coenzyme A. Donc l'acétylcoenzyme A il va entrer dans le cycle de Krebs au niveau de matrice mitochondriale. Le cycle de Krebs, comme vous voyez ici, l'acétylcoenzyme, la dernière composant, va se détacher de composant CoA et va se fixer sur un autre composant appelé l'acide oxaloacétique avec 4 carbones. 1, 2, 3, 4. Fixation de cette molécule avec l'acétyl, il nous donne une composant avec 6 carbones appelé l'acide citrique. L'acide citrique va se transformer en un autre composant avec 5 carbones. Cette transformation est accompagnée par une interaction de décarboxylation, c'est-à-dire enlèvement de CO2, et aussi des interactions de déshydrogénation, c'est-à-dire réduction de NAD en NADH plus H+. Les mêmes interactions ici pour transformer la molécule C5 en molécule C4. La molécule C4 ne subit pas par la suite une décarboxylation, mais on a des formations des molécules énergétiques comme le GTP ou ATP et aussi des molécules comme la FADH2, c'est-à-dire la réduction de la molécule de FADH qui est aussi une molécule énergétique. Et par la suite, on a formé un autre acide oxaloacétique et on a terminé le cycle de Krebs. Cette molécule, elle va attendre une autre molécule d'acétylcoenzyme venue par l'entrée d'un autre acide pyruvique. On termine la phase aérobie par la chaîne respiratoire au niveau de la membrane intermitochondriale. Donc les vecteurs réduites, les NADH, FADH2 sont transportés vers la membrane interne pour produire l'ATP. Donc pour expliquer ce phénomène, voilà une vidéo explicative. La mitochondrie est constituée d'une membrane externe, d'une membrane interne, de l'espace intermembranaire et d'une matrice. C'est dans cette dernière qu'ont lieu les réactions du cycle de Krebs, aussi appelé cycle de l'acide citrique. Dans la membrane interne, on trouve des chaînes de transport d'électrons composées de protéines couplées à des groupements prosthétiques, de même que d'un lipide nommé ubiquinone. Les molécules de NADH et de FADH2 se trouvant dans la matrice de la mitochondrie véhiculent des ions hydrogène et des électrons à cette chaîne de transport. Lorsque le NADH s'approche de la chaîne, il cède ses électrons au premier transporteur qui les transfère à l'ubiquinone. Des protons sont alors pompés depuis la matrice vers l'espace intermembranaire.
L'ubiquinone transporte les électrons jusqu'au troisième complexe protéinique. En cédant les électrons au cytochrome C, le troisième complexe protéinique fait également passer des protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. À son tour, le cytochrome C cède ses électrons au quatrième complexe protéinique qui, lui aussi, envoie des protons dans l'espace intermembranaire. Quant au FADH2, il cède ses électrons non pas au premier complexe protéinique, mais plutôt au deuxième complexe. Enfin, l'oxygène que nous respirons entre alors en jeu. C'est en effet lui qui viendra prendre les électrons au quatrième complexe protéinique pour ensuite s'unir à des protons et former de l'eau. On dit de l'oxygène qu'il est le dernier accepteur d'électrons. Sans oxygène, la chaîne est complètement paralysée et les NADH et FADH2 ne peuvent plus se débarrasser de leurs électrons. Les protons accumulés dans l'espace intermembranaire retournent dans la matrice en passant par un canal. C'est l'ATP synthase. Il s'agit en fait d'une enzyme capable, grâce à la force protomotrice, d'assembler un phosphate inorganique à une molécule d'ADP, créant ainsi une molécule d'ATP. Chaque NADH qui cède ses électrons contribue ainsi à la formation d'environ 3 molécules d'ATP, tandis que le FADH2 pourra former environ 2 molécules d'ATP. Donc voilà la vidéo. On passe à la dernière partie de la voie aérobique, c'est le rendement énergétique de la dégradation d'une molécule de glucose. Ici, on ajoute le pointure laser. Donc, au niveau du hyaloplasme, on a formation de 2 ATP et 2 NADH. Au niveau de matrice, formation de l'acétyl-CoA, on a 2 NADH. Cycle de Krebs, on a 2 cycles de Krebs car on a 2 l'acide pyruvique provient d'une molécule de glucose. Donc on a 2 ATP, 6 NADH plus H+, et 2 NADH2. Tandis que une molécule de NADH donne 3 ATP, une molécule de FADH donne 2 ATP dans la phosphorylation oxydative. Donc la somme ici, selon les deux états, ici on a 38 ATP ou 36 ATP sont les navettes. On a 2 navettes, navette malataspartate et navette alpha-cytobutane. Donc on passe à la deuxième voie de métabolique appelée voie anaérobie sans oxygène. On a 2 types des interactions, la fermentation lactique et la fermentation alcoolique. Les 2 phénomènes se situent et s'achèvera au niveau de l'hyaloplasme. On commence par les interactions de voie anaérobique. La fermentation lactique, on a une manipulation. On a cette manip. On a ajouté dans une béchère une bouteille fermée sans oxygène et des bactéries du lait avec le glucose. Et on a interprété les résultats. Donc les résultats, on a augmentation, on observe une augmentation de température avec formation de l'acide lactique. Cela, on peut l'interpréter par ce schéma. Le glucose au niveau de l'hyaloplasme va se transformer en 2 molécules d'acide pyruvique. Après la formation de 2 ATP et la réduction de 2 molécules d'NADH2. Par la suite, si on a absence d'oxygène, les 2 pyruvates vont se transformer en 2 acides lactiques, 2 molécules d'acide lactique, et ils utilisent la molécule réduite pour donner la forme oxydée de NAD+, pour former 2 acides lactiques. Donc le rendement énergétique de la fermentation lactique est 2 ATP, car le NADH est utilisé pour former l'acide lactique. On passe à la deuxième manip, c'est la fermentation alcoolique. On a une manipulation, on a ajouté dans un milieu anaérobique des levures avec le glucose. Les levures elles consomment le glucose dans le cas d'absence d'oxygène. On a observé une augmentation de température, c'est normal, et libération des molécules de CO2. Pour expliquer cette manip,
On a la figure ici, le glucose sera transformé en deux acides pyruviques dans la glycolyse, formation de ATP, de NADH2. Le NADH2 va se utiliser pour donner l'éthanol après la réduction de l'acide pyruvique. Et aussi, on a libération de deux molécules de CO2. C'est la fermentation alcoolique avec le même rendement énergétique de celle de la fermentation lactique. On a 2 ATP. La molécule de glucose est une source d'énergie. Cette énergie soit consommée par le cerveau pour activer notre activité nerveuse, et aussi il active le mécanisme de la contraction musculaire. Cela, c'est le titre et le plan de notre cours prochain, Inch'Allah. Donc mes élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.